Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle édition d'Asie à la Une. Je suis Eleonora Byron et aujourd'hui, je vous suivrai tout au long de ce journal. Voyons tout de suite les titres de cette semaine. Des documents mettraient en question la Chine quant à des livraisons d'armes à Kadhafi. Une proposition d'amendement au code pénal chinois inquiète la communauté juridique. Et en fin de journal, notre sélection internationale. Malgré les promesses du régime chinois de respecter les sanctions imposées par l'ONU envers l'ancien régime libyen, la Chine aura montré jusqu'au dernier moment son soutien au dictateur Kadhafi, en refusant par exemple de reconnaître le gouvernement de transition libyen. Par ailleurs, les notes trouvées en Libye et diffusées par un journal canadien révèlent que des entreprises chinoises se préparaient à vendre des armes au dictateur. Les autorités chinoises nient aujourd'hui avoir été au courant de ces transactions, pourtant menées par des entreprises sous contrôle de l'État. Selon les documents obtenus par le journal canadien The Globe and Mail, les fabricants d'armes chinois étaient prêts fin juillet dernier à vendre pour plus de 140 millions d'euros d'armes à Mouammar Kadhafi. À la même période, le régime chinois promet de respecter les sanctions imposées par l'ONU envers les forces de Kadhafi. Il n'est pas certain que ces armes aient été effectivement livrées, mais les dirigeants du gouvernement de transition à Tripoli parlent de documents révélant en détail la présence de nouvelles armes auxquelles les forces rebelles ont été confrontées sur le champ de bataille. Ces documents détaillent la visite d'agents de sécurité de Kadhafi à Pékin le 16 juillet dernier. Ils se seraient rendus dans 3 usines d'armement sous contrôle de l'État chinois. Le groupe Norinco China North Industry, le groupe CPMIC, d'import-export de machinerie de précision, et le groupe China Xinxing Import-Export Corporation. Chaque entreprise a offert de vendre la totalité de ses stocks et davantage si nécessaire. Les armes proposées à la vente comprenaient des lance-roquettes montés sur camions, des missiles à effet de souffle, des missiles anti-chars, ainsi que le QW-18, un missile solaire assez petit pour être porté par un seul soldat, similaire au missile américain Stinger. Si enfreindre l'embargo de l'ONU était en soi difficile, le régime chinois pourrait avoir à subir d'autres répercussions pour avoir soutenu Kadhafi. La Libye étant un des grands producteurs de pétrole, le régime chinois avait des intérêts pétroliers avec Kadhafi. Les relations de la Chine avec le nouveau gouvernement de Tripoli pourraient être désormais plus tendues. La semaine dernière, le régime chinois a proposé d'apporter des modifications à son code pénal. Ces amendements devraient permettre aux forces policières de détenir des suspects sans aucun chef d'accusation officiel dans des endroits tenus secrets. Les spécialistes juridiques et les défenseurs des droits de l'homme affirment que ces modifications exposeraient l'ensemble de la population chinoise à des arrestations injustifiées. Les modifications proposées à la loi relative à la procédure pénale chinoise inquiètent grandement la communauté juridique et les organismes des droits humains. Le Congrès national du peuple envisage actuellement d'apporter plusieurs modifications au code pénal chinois. Une de ces modifications devrait permettre à la police de détenir des suspects dans un lieu secret pour une période pouvant aller jusqu'à 6 mois, sans aucun chef d'accusation officiel. Le lieu de détention ne devrait être ni un poste de police ni un centre de détention normal. La police ne serait pas tenue d'informer la famille du suspect. Bien que cette disposition ne soit actuellement pas légale, le régime chinois l'a déjà mise en application. Un exemple récent, l'artiste Ai Weiwei détenu pendant 81 jours dans un lieu secret aux abords de Pékin. Une telle loi reviendrait en fait à légaliser ce type de disparition forcée. Je pense que cet amendement est extrêmement effrayant. Je pense que l'application de toute loi devrait être ouverte, publique. Si j'étais coupable d'un acte illégal, j'aimerais qu'on m'explique clairement pourquoi je dois être arrêté. Les arrestations et les surveillances devraient également être rendues publiques. Si la surveillance secrète devient légale, alors il est possible que toute la Chine, avec sa population de 1,3 milliard de personnes, se transforme en une immense prison. Le projet de loi précise que les détentions secrètes ne devraient être appliquées que dans les cas relatifs à la sécurité d'État, la corruption et le terrorisme. Cependant, des militants et des dissidents sont régulièrement arrêtés pour des motifs impliquant la sécurité d'État. Un militant des droits humains de Guangzhou affirme que la nouvelle législation vise surtout les personnes comme lui. Je pense que si cette proposition est adoptée, ce sera une loi complètement perverse. La loi ne vise pas ceux qui détiennent le pouvoir, elle vise particulièrement les militants des droits humains. Une autre proposition d'amendement vise à interdire l'usage de la torture lors des interrogatoires. Si certains considèrent cette nouvelle loi sur la torture comme positive, le professeur Zhang souligne que la torture est déjà illégale selon la constitution chinoise, mais néanmoins pratiquée par les autorités.
Je ne pense pas qu'il s'agisse réellement d'une nouvelle loi. Cette législation existe déjà depuis longtemps dans la procédure pénale chinoise. C'est juste que les autorités ferment les yeux sur l'usage de la torture pour soustraire des aveux. Cette loi n'a pas été appliquée strictement. Bien sûr, nous devons renforcer cette loi et la prendre plus au sérieux. Tous les témoignages forcés devraient être nuls et non avenus. Ceux qui utilisent la torture pour soutirer des aveux devraient être punis. Il faut aller plus loin dans ce sens. Les amendements proposés à la loi relative à la procédure pénale chinoise seront étudiés au Congrès national du peuple en mars 2012. Ces modifications constituent la plus grande révision apportée au code pénal chinois depuis les années 1990. Weibo, une plateforme chinoise de microblogging comparable à Twitter, a gagné en popularité ces dernières années. Les internautes l'utilisent pour rapporter certains événements et exprimer leurs opinions, souvent contre les directives officielles. La popularité de Weibo et son influence ne sont pas passées inaperçues du régime chinois, qui a pris ses mesures habituelles de censure. Les cyber-citoyens chinois sont en ébullition. De récentes réactions du régime chinois semblent révéler une volonté de renforcer le contrôle sur les services de microblogs populaires comme Sina Weibo. Mardi dernier, Xinhua, l'agence de presse officielle de l'État chinois, a attaqué le site Weibo pour son rôle joué dans la diffusion de ce qu'elle désigne comme de fausses informations. L'agence soulignait la nécessité de redoubler les efforts pour nettoyer, je cite, les rumeurs toxiques circulant sur les sites web. La semaine dernière, un haut fonctionnaire du Parti communiste a incité Sina Weibo à réguler son contenu en ligne. Alors que cette demande semble viser la circulation de prétendues rumeurs, les blogueurs chinois craignent qu'il s'agisse en fait de reprendre la main sur la liberté d'expression. La Chine est dirigée par des gens, pas par la loi. Les dirigeants peuvent aisément décider du sort d'une compagnie médiatique. Grâce à Internet, les gens ont pu apprendre la vérité sur de nombreux faits. Cela a généré la panique au sein du régime communiste et ils réfléchissent aux moyens de bloquer ce mouvement. Sina Weibo, similaire au réseau social Twitter interdit en Chine, a gagné là-bas une immense popularité. Les internautes chinois ont pu exprimer leurs opinions ou rapporter des événements en échappant aux limites habituelles de la censure. Un exemple récent, la catastrophe ferroviaire de Wenzhou du 23 juillet dernier et la réaction inappropriée des autorités avaient déclenché un véritable tollé en ligne. Tout ceci semble avoir agacé le régime chinois. Après que le secrétaire du Parti communiste de Pékin se soit rendu la semaine dernière dans les bureaux du site Sina Weibo, celui-ci a annoncé la suspension du compte de 2 utilisateurs qui auraient apparemment posté des rumeurs. D'autres internautes affirment avoir rencontré des difficultés dans l'utilisation de leur compte Weibo. Parfois, votre compte Weibo n'est pas bloqué, mais vous ne pouvez rien envoyer. Tout ce que vous écrivez est bloqué. S'il y a des phrases sensibles, le site internet décroche. Cela arrive assez souvent. Certains commentateurs doutent qu'une tentative de contrôler les microblogs puisse aboutir. Que le contrôle vienne du régime ou d'ailleurs, ces tentatives ne pourront pas bloquer véritablement la liberté en ligne. Le public trouvera des moyens de contourner la difficulté. Après tout, de nombreuses personnes travaillent à faire tomber ce mur de Berlin et à détourner la censure des informations. La Chine compte la population d'internautes la plus importante au monde, avec plus de 480 millions d'utilisateurs en ligne. 200 millions d'entre eux utilisent Sina Weibo ou d'autres formes de microblogs. Le goût du bon vin s'est nettement développé ces dernières années dans la société chinoise, ce qui a amené une hausse significative des prix. Les vins de grandes caves françaises ont toujours été populaires auprès des amateurs et des investisseurs, mais certaines cuvées spéciales atteignent aujourd'hui des prix records dans les salles de vente aux enchères. 2 ans ont passé depuis les vendanges du Château Margaux 2009. Aujourd'hui, son vin est prêt à être mis en bouteille. Ce vigneron de Bordeaux, propriétaire d'un vignoble de premier cru, produit l'un des meilleurs vins. Ces vins ont toujours été très populaires auprès des amateurs de vin et des investisseurs. Aujourd'hui, les prix s'envolent en raison de l'engouement de l'Asie pour les vins de qualité. Selon la directrice du département vin de Sotheby's, les Asiatiques achètent pour boire et non pour investir. Ils le servent lors de repas avec des amis ou en font des cadeaux, mais ils s'intéressent surtout au premier cru de Bordeaux, mais aussi au deuxième cru classé. C'est là que se situe leur véritable intérêt, et c'est ce qui a dynamisé le marché. Les vins du Château Lafite ont véritablement ouvert le marché chinois en expansion. Sotheby's à Hong Kong a adjugé 3 bouteilles de Château Lafite Rothschild 1869 à plus de 162 000 € la bouteille à la fin de l'année dernière. Un lot de 12 bouteilles de 1898 devrait atteindre les 9 200 € en octobre prochain.
D'autres vins très spéciaux ou des domaines très spéciaux devraient encore atteindre des records, des vins venant de caves très renommées ou directement de la propriété. Les records vont continuer à tomber. Selon cet œnologue, de nombreux citoyens chinois, et pas seulement un nombre croissant de millionnaires chinois, ont acquis un goût pour le vin. Cette tendance s'étend loin des villes de premier plan comme Pékin, Shanghai, Guangzhou. Elle touche également les villes secondaires, voire tertiaires, où cet engouement pour le vin est encore plus marqué. Un habitant de Pékin explique son intérêt pour le vin. Parfois, je peux deviner où le vin a été produit, le type de raisin qui a été utilisé ou la méthode utilisée pour fabriquer le vin juste par ses caractéristiques. Arriver à deviner la provenance d'un vin est très intéressant et c'est amusant. À Bordeaux, un été humide pourrait signifier une bonne récolte pour les viticulteurs, et les œnologues prédisent une année exceptionnellement bonne pour le vin français. Quoi qu'il en soit, les amateurs chinois trouveront une ou deux bouteilles à leur goût. Sotheby's s'intéresse également à l'art chinois. La salle de vente de Hong Kong vient de dévoiler sa plus grande collection de peintures chinoises en prévision des ventes d'octobre. Plus de 360 œuvres seront proposées aux enchères pour une valeur totale estimée à plus de 18 millions d'euros. Sotheby's commence à s'intéresser à un nouveau marché très prometteur. Le géant des ventes aux enchères a ouvert sa saison d'automne en présentant sa plus grande collection de peintures chinoises. Parmi cette collection, une peinture de Fu Baoqi, intitulée « Le pavillon dans la solitude des montagnes », qui devrait être adjugée pour près de 1,4 million d'euros. Carmen Heap, spécialiste de l'art chinois de Sotheby's, explique ce nouvel engouement. La peinture chinoise est un domaine qui devient de plus en plus populaire, surtout ces 2 dernières années. Une raison en est sans doute que les Chinois sont de plus en plus riches et que plus de gens investissent leur argent dans ce domaine. Un autre objet d'attention est l'œuvre de Su Beiron, intitulée « Appuyé contre un bambou », qui devrait partir pour plus de 840 000 euros. Cette peinture à l'encre est influencée par différents styles occidentaux que l'on retrouve fréquemment chez les maîtres chinois du XXe siècle. Au début du XXe siècle, de nombreux artistes ont été influencés par les styles occidentaux. Ils pouvaient s'en inspirer, en apprendre certaines choses sans nécessairement recopier leur style. Plus de 360 œuvres seront adjugées le 4 octobre prochain à Hong Kong pour une valeur totale estimée à 18 millions d'euros. Et tout de suite, comme de coutume, notre sélection internationale. Les Israéliens réclament réforme et justice sociale. Des lanternes japonaises dans le ciel de Kiev, en Ukraine. Les futures stars lyriques et de musique classique de descendance chinoise se préparent à un concert dans la prestigieuse salle new-yorkaise du Carnegie Hall. Nous nous rendons maintenant en Israël, secoué depuis plus de 2 semaines par des mouvements de contestation citoyenne touchant les grandes villes où le coût de la vie est de plus en plus élevé. Le week-end dernier, à Tel Aviv, plus de 400 000 personnes sont descendues dans les rues pour demander des réformes. Nos correspondants à Tel Aviv se sont entretenus avec plusieurs manifestants. Écoutons ce qu'ils ont à dire. La révolte des tentes a commencé il y a 2 mois sur le boulevard Rothschild de Tel Aviv. Jeunes et moins jeunes sont descendus dans la rue et ont planté des tentes au milieu du boulevard pour protester contre la hausse du prix des logements. Ce mouvement s'est aujourd'hui étendu à d'autres villes d'Israël et s'est aussi élargi. Les manifestants appellent des réformes dans l'éducation et une baisse du prix de la nourriture et de l'essence, et ainsi de suite. Cet homme a envoyé son fils dans une école à Tel Aviv. Il est scandalisé par le coût croissant de l'éducation. J'appartiens à la classe moyenne d'Israël, une classe constamment épuisée par la politique économique hyper-capitaliste d'Israël, ce qui crée un vrai problème pour les gens comme nous. Mon fils est étudiant à l'université de Tel Aviv. Si je ne l'avais pas entièrement soutenu, il n'aurait pas pu s'en sortir, car son salaire est très bas et le logement à Tel Aviv est très cher. De nombreuses personnes des classes moyennes et populaires peinent à joindre les 2 bouts.
Zvi Alfi et Simon Tal sont deux retraités venus soutenir la manifestation. Eux-mêmes ne rencontrent pas de difficultés à se loger et leur pension leur permet de vivre décemment. Mais ils sont venus soutenir les manifestants pour l'avenir de leurs enfants et petits-enfants. Le gouvernement devrait prendre ses responsabilités sur la question de l'éducation depuis le plus jeune âge. Il faudrait réduire considérablement les dépenses des jeunes couples mariés. Je pense que plus de gens devraient travailler dans cette ville. Si les mères pouvaient laisser leurs enfants entre de bonnes mains, elles pourraient aller travailler. Chaque personne qui sort travailler est productif, contribue à son niveau à l'ensemble du budget national. Mais quel changement espèrent ces 400 000 personnes ? Nous souhaitons rejoindre les rangs des différents partis, changer le système gouvernemental, le système électoral. Nous pourrons alors créer une situation où les responsables du pays et la Knesset nous écouteraient vraiment et procéderaient à de véritables changements. Un changement dans les priorités est nécessaire. Les organisateurs de l'événement se plaisent à dire qu'une nouvelle génération est en train d'émerger en Israël. Ils s'appellent eux-mêmes les nouveaux Israéliens. Ils se considèrent comme des personnes refusant de rester à la maison sans rien faire et qui ont décidé de faire entendre leurs demandes de justice sociale. NTD News, Tel Aviv, Israël. Nous nous rendons maintenant en Varsovie, en Pologne, où un festival multiculturel transforme chaque année un des plus vieux quartiers de la ville en village mondial. Ce festival propose une trêve aux tensions ethniques qui ont éclaté entre Polonais et Lituaniens le long de la frontière orientale de la Pologne. Nos correspondants à Varsovie nous ont rapporté des images de ce festival. En dépit des tensions ethniques qui se font sentir le long de la frontière orientale de Pologne, la ville de Varsovie a organisé une immense fête de rue afin de montrer à ces minorités ethniques qu'elles ont leur place dans le paysage culturel polonais. Alors que le Premier ministre polonais est en mission diplomatique en Lituanie afin d'apaiser les tensions entre Polonais et Lituaniens, l'adjointe au maire de l'arrondissement de Praga à Varsovie a organisé ce festival pour démontrer que Polonais et minorités ethniques peuvent et vivent effectivement en harmonie. L'aspect multiculturel part du fait que Praga soit déjà très multiculturel. Des Vietnamiens, des Indiens, des Tchétchènes vivent ici. Praga est ethniquement très diversifiée. Selon elle, Praga a de tout temps été ouverte aux minorités ethniques et des festivals comme celui-ci aident à bâtir une compréhension mutuelle entre les cultures. Ce festival donne aux minorités ethniques vivant à Praga une chance de se présenter et nous donne à tous l'occasion de mieux nous connaître. Cela a pour effet de renforcer la compréhension réciproque. Le festival annuel Kul Mixtura transforme l'un des quartiers les plus anciens et souvent négligés de Varsovie en un village mondial multiethnique, ce qui lui redonne une jeunesse bienvenue. Praga a été négligée pendant un temps. L'administration du quartier a sans doute décidé de monter un festival annuel pour faire revivre sa culture. Et cet artiste de Géorgie est convaincu qu'avec une bonne volonté politique, les tensions à la frontière orientale de Pologne finiront par se calmer. Avec le temps, tout va s'arranger. Il faut être juste patient et se faire confiance les uns les autres. Les minorités, pensant à s'installer en Pologne, devraient trouver un endroit accueillant. Les Polonais sont très gentils, très hospitaliers et très ouverts. En juger d'après la foule rassemblée pour apprécier la musique, la nourriture et l'ambiance, la diversité ethnique autour de ce quartier est accueillie à bras ouverts. NTD News, Varsovie, Pologne. Pour marquer le 40e anniversaire des relations amicales entre Kiev, la capitale ukrainienne, et Kyoto au Japon, des lanternes ont été lancées dans le ciel en commémoration des victimes du tremblement de terre et du tsunami qui ont touché le Japon le 15 mars dernier et gravement endommagé la centrale nucléaire de Fukushima. Nos correspondants à Kiev ont suivi pour nous cet événement. Des centaines de lanternes japonaises dans le ciel de Kiev. C'est ainsi que les Ukrainiens ont souhaité rendre hommage aux Japonais qui ont trouvé la mort lors du tsunami qui a touché le Japon en mars dernier. C'est également le moyen qu'ils ont choisi pour soutenir les victimes de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima.
À l'origine de cette idée, le designer japonais Kansai Yamamoto a décidé d'organiser cet événement dans 3 pays. Avant les Ukrainiens, les Indonésiens ont utilisé des lampes torches en signe de commémoration. Les Japonais prendront le relais. Que les Japonais vivant dans les régions non touchées par le séisme aient exprimé leur sympathie et proposé leur aide par tous les moyens possibles au Japon, cela va de soi, car c'est notre pays et c'est notre peuple. Et dès que j'ai pris conscience de la tragédie, j'ai commencé à chercher à l'étranger des moyens de transmettre et de montrer la compassion et le soutien des gens qui se trouvent à l'extérieur du Japon. Les lanternes se sont envolées dans le ciel sur une chanson en japonais du groupe ukrainien Vopli Vidoplia Sova. Le musicien Oleg Skripka pense que cet événement peut rapprocher les deux peuples. Les victimes de la catastrophe n'avaient encore jamais été honorées de cette façon au Japon. Le japonais Taranima explique que selon la tradition de son pays, les lanternes sont lancées non seulement dans le ciel, mais également sur les rivières. Tout l'événement a été filmé et sera diffusé le 10 septembre pour que les Japonais puissent recevoir les vœux des Ukrainiens. Le directeur de l'administration de Kiev, Alexander Popov, a suggéré que le maire de Kyoto invite les enfants pour un moment de récréation et de collation. Cette proposition a été acceptée. Ce lâcher de lanterne a été organisé dans le cadre du 40e anniversaire de l'établissement de relations amicales entre Kiev et sa ville jumelle Kyoto. NTD News, Kiev, Ukraine. La compagnie de danse turque Feu d'Anatolie, détentrice de records mondiaux, s'est produite pour la première fois à Dubaï, aux Émirats arabes unis, au début de ce mois de septembre, pour célébrer la fin du mois de Ramadan. Nos correspondants ont rencontré quelques danseurs qui nous présentent leur spectacle et leur compagnie. La troupe de danse turque mondialement connue, Feu d'Anatolie, s'est produite à Dubaï du 1er au 3 septembre dernier pendant les fêtes de l'Aïd, qui marque la fin du mois saint du Ramadan dans la tradition musulmane. Ici, à Dubaï, il y a une culture arabe qui ressemble à notre culture, particulièrement lors de la danse du ventre dans notre spectacle. La réaction du public était superbe. La troupe de danse a remporté de nombreux prix et détient 2 records mondiaux homologués dans le livre Guinness, dont le record de la danse la plus rapide, avec 241 pas de danse à la minute. Elle détient aussi le record du plus large public jamais rassemblé lors d'un spectacle de danse. 400 000 personnes ont assisté à leur spectacle à Ereğli en Turquie. Cette troupe d'artistes effectue des tournées mondiales et touche des publics variés. Quand nous avons joué en Allemagne, il y avait 2500 personnes devant nous. Lorsqu'ils ont tous applaudi et tapé des pieds, je me suis senti merveilleusement bien. C'était comme avoir le vent en poupe. Avec 120 membres, Feu d'Anatolie est également l'une des 3 plus grandes troupes de danse au monde. Avec plus de 3500 représentations dans 275 villes et 85 pays à leur actif, les danseurs d'Anatolie sont certainement très sollicités. Nous nous entraînons 6 jours par semaine et 8 heures par jour. C'est vraiment très difficile. Mais quand nous avons des représentations, nous arrivons au théâtre vers 14h ou 14h30 et là nous répétons jusqu'à 1 heure avant le spectacle. Puis nous avons un peu de temps libre pour nous détendre et nous reposer un peu. Feu d'Anatolie s'inspire de la mythologie, de l'histoire et de la culture de la région de l'Anatolie, appartenant aujourd'hui à la Turquie. Le festival l'Aïd à Dubaï a été l'occasion pour Feu d'Anatolie de se produire pour la première fois dans cette ville. Le spectacle a eu lieu du 1er au 3 septembre dans la salle Sheikh Rachid, au Centre international des congrès et des expositions de Dubaï. NTD News, Dubaï. Et nous restons à New York où aura lieu un grand événement culturel. En octobre prochain, NTD célébrera la 5e édition de ses concours culturels internationaux en donnant un récital au Carnegie Hall. Les plus grands musiciens et chanteurs classiques de descendance chinoise révélés lors de ces concours se réuniront sur scène pour un événement historique. Nos correspondants ont rencontré l'un de ces chanteurs entre 2 représentations à Taïwan. Le baryton Jason Fu est l'un des chanteurs qui se présenteront au récital des futures stars de NTD Télévision au Carnegie Hall. Ce concert rassemblera les lauréats des concours internationaux de violon et de chant de NTD et marquera le 5e anniversaire de ces concours. Notre correspondant a rencontré M. Fu à son retour à Taïwan, où il était venu donner 2 concerts, l'un à Taipei et l'autre à Kaohsiung.
Monsieur Fu a étudié la musique dans l'état d'Ohio aux États-Unis. Il possède plusieurs diplômes artistiques de l'Institut musical de Cleveland. Il s'est très souvent produit avec l'Opéra de Cleveland et d'autres compagnies d'opéra américaines. Il est également un soliste affirmé de l'église presbytérienne de la Trinité à Beechwood, dans l'Ohio. L'inspiration qui vient du cœur est d'un grand secours. Comment expliquer cela? Je pense que lorsqu'on étudie la musique vocale, il s'agit de se chercher soi-même, quelque chose comme ça. Monsieur Fu a participé aux 3 derniers concours internationaux de chant de NTD. Les personnes qui étudient la musique vocale cherchent à s'exprimer avec sincérité. Si NTD organise ce genre de concours, je pense que c'est également basé sur cette idée de recherche de perfection. Les concours NTD sont beaucoup plus paisibles. Il y a de la compétition, mais sans fierté habituelle. Monsieur Fu a partagé sa joie d'être invité à se produire au récital des futures stars de NTD à Carnegie Hall. Pour moi, c'est une occasion unique. La plupart des gens ne peuvent même pas rêver d'une telle opportunité. Monsieur Fu sera accompagné de la pianiste Berdi Daliberta lors de ce récital. C'est la scène la plus prestigieuse que l'on puisse trouver, du moins aux États-Unis, si ce n'est dans le monde. C'est quelque chose dont chacun rêve, et c'est un grand honneur d'avoir le privilège de se produire en ce lieu. Le récital des futures stars de NTD aura lieu à l'Auditorium Stern de Carnegie Hall le dimanche 30 octobre prochain. NTD News, Taïwan. C'est sur ces notes de musique classique que nous refermons cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouverons la semaine prochaine.